Et bienvenue si vous nous rejoignez dans Tunnel. Ce soir, nous discutons de la passion et je vous rappelle que si vous avez loupé le début de l'épisode, vous pouvez le réécouter sur le site et l'application Radio France, mais aussi sur toutes vos plateformes de streaming. Ce soir, donc, nous discutons de la passion et on va voir, évidemment, il y aura plein de sujets attenants, comme vous le savez. C'est toujours ainsi dans Tunnel. Ce soir, je suis avec Barbara Pravi, Esther Avrimi, Warren et Claude Emmanuel pour discuter de ce sujet. Et on va commencer par la classique, l'entrée dans le sujet. Qu'est-ce que la passion pour vous ? En vrai, c'est pas une question facile. La passion, alors à titre personnel, je pense j'ai pu la découvrir pendant mes études aux Beaux-Arts. Dans le sens où je suis dyslexique profonde et pendant toute ma période scolaire, c'était très difficile pour moi de pouvoir me concentrer sur des études. J'ai toujours fait des fautes et compagnie. Et dès que je suis arrivée aux Beaux-Arts, en fait, on m'a tendu des livres, mais des livres qui me parlaient vraiment. Et il y a eu quelque chose de compulsif en moi qui m'a permis de tout de suite me convertir à la lecture de façon plus assidue parce que en fait j'étais nourrie par une multitude d'informations et je pense qu'il y a quelque chose qui est proche de ça dans la passion. C'est trop stylé comme réponse. Ouais, je suis assez d'accord. Je sais pas si on fera mieux. Pour moi, c'est une vague. Alors, c'est une émotion plus qui peut se traduire par plein de choses, par la lecture aussi. Moi, j'adore lire, par l'amitié, par l'amour, par et pour moi, ça fonctionne vraiment par vague. C'est-à-dire que c'est envahissant, mais je pense que c'est parce que j'ai un rapport aux émotions qui est très, très, très à vif. Et ouais, voilà. C'est un truc parfois très joyeux, parfois très triste, qui envahit, qui emporte tout. Et je crois que ça fonctionne... En tout cas, plus je grandis, plus je vieillis, plus je me rends compte que ça fonctionne pas sans la raison, quoi, quelque part. Voilà. Ah, au final, au plus tu réfléchis à tout ça, au plus tu te dis que finalement, la passion, il y a un espèce d'instinct de vie, mais qu'en même temps, il faut y injecter de la raison. Pour moi, la passion, c'est pulsion de mort et pulsion de vie, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... c'est vraiment... ouais, j'en parle vachement avec ma psy, mais c'est passer par la mort pour arriver dans la vie. Et du coup, j'ai l'impression que plus... En tout cas, moi, je sais que plus je grandis, plus je travaille à ne pas éteindre la passion qui m'anime dans tout ce que je fais, mais à ce que ça ne me dévaste pas, parce qu'il y a une tendance dévastatrice aussi dans la passion, je crois. Mais justement, on va écouter un titre que tu as fait, c'était sur le projet, justement, On n'enferme pas les oiseaux, qui moi est un de mes titres préférés au monde. Voilà. Et justement, quand on me dit passion et que je dois préparer une émission pour la passion, c'est évidemment la première musique à laquelle je pense. Même si tu n'avais pas été invité autour de ce plateau, j'aurais pensé à celle-ci, parce que c'est celle, je trouve, qui exprime le plus justement la passion pour quelqu'un, mais aussi évidemment la passion dans les émotions, tout ce qui nous déborde, etc. Et Barbara Pravi, qu'on a la chance d'avoir à nos côtés ce soir. Et en fait, ce titre, je ne devais pas le mettre à ce moment précis, mais ça rentrait tellement bien dans la définition que tu donnais de la passion que je me suis dit que c'était quand même pas mal. En fait, je me suis auto-cotée, quoi. J'ai dit la vague en ayant oublié que j'avais fait une chanson dessus. C'est vrai, c'est fou. Bah écoute, je suis toujours la même personne. C'est bien de voir que 3 ans après, il n'y a pas grand-chose qui a changé. T'es toujours d'accord ou justement t'injectes un peu plus de raison? Et ben justement, oui, je crois que c'est un peu moins fulgurant. Ça fait des abris anti-tsunami, quoi. Exactement. Alors, ça l'était. Il y a 2 semaines, j'ai vécu encore un épisode un peu renversant, tout ça. Mais là, ça fait 2 semaines que je suis en état bien. Donc, 2 semaines, c'est déjà extrêmement long, franchement. Esther, est-ce que ça rejoint toi aussi ta définition de la passion? En fait, ce que j'allais dire, c'est que moi, la passion, elle a commencé très très jeune, parce que c'est quand j'ai découvert le violon, et ça a été à 9 ans. Et j'ai vraiment eu une passion pour cet instrument. Et quand j'y repense, c'est assez dingue de se dire qu'à 9 ans, on peut être aussi passionné. Et je sais qu'on va parler d'obsession après, et je pourrais en parler parce que la ligne, elle est fine entre les deux. Et quand j'ai eu 9 ans et que j'ai pris mon premier cours de violon, je suis vraiment tombée amoureuse de l'instrument, et en tout cas de la sensation que ça faisait de jouer de cet instrument, en fait. Et ça a été une passion avec l'instrument qui a duré, et qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que quand on est enfant, moi, au départ, c'était très innocent. Et effectivement, je pense, en fait, après, effectivement, on vit des choses qui font qu'on a tendance à vouloir raisonner, à se protéger, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il y a,
je pense qu'il y avait quelque chose de très beau quand je me rappelle ma première audition, par exemple, mes premiers moments de cette passion qui était encore juste... elle n'a pas été touchée, en fait. Elle était juste... et ensuite, effectivement, quand on grandit, quand il y a des moments difficiles, quand il y a des moments où cette passion, elle peut nous amener vers le bas, autant que des fois nous monter très très haut. On a tendance à vouloir un petit peu la rationaliser, un petit peu la rendre un petit peu plus toujours sur le même niveau pour moins souffrir. Mais c'est vrai qu'avec un instrument comme ça, moi je sais qu'aujourd'hui, je le vois vraiment comme c'est comme un partenaire de vie, mon instrument. Quand je joue pas pendant 2 jours, je me sens coupable, quoi. J'ai l'impression de le laisser de côté. Et puis, genre, si je jouais un autre instrument, j'aurais l'impression de le tromper, je crois. Mais donc, c'est un sentiment assez particulier et une passion que j'ai découverte très, très jeune. Tu joues d'autres instruments, d'ailleurs ? Je joue un peu de piano, mais juste pour... Pour agrémenter. Pour m'amuser. Warren, toi, ça correspond à ça aussi, ta passion pour le rap ? Ouais, franchement, j'ai pas grand chose à rajouter. Je suis vraiment d'accord avec tout ce qui s'est dit. Le seul truc que je peux dire à la limite, c'est que moi aussi, ça a commencé jeune, pas aussi jeune que toi, mais vers 16 ans, j'ai commencé à comprendre que j'aimais énormément la musique, mais à aucun moment pour moi, je l'avais associé à de la passion. J'ai commencé à comprendre que c'était passionnel quand j'ai commencé à aimer ma première meuf. C'est là où je me suis rendu compte que j'aimais autant ma meuf que la musique. Et c'est comme ça que j'ai pu mettre un mot sur ça. Et ouais, ça comprend tout, autant le mal que le bien. De toute façon, les extrêmes, en général, c'est jamais bon, quoi qu'il arrive dans tout. Mais grâce à la passion, j'ai pu faire beaucoup de choses sans réfléchir. Il y a beaucoup de trucs, comme ne serait-ce que de prendre le bateau avec les amis et de traverser l'Atlantique sans se poser de questions. Qu'est-ce qui s'est passé justement à ce moment-là, en fait ? Qu'est-ce que vous avez fait sur ce bateau ? Sur ce bateau, déjà, on a décidé de partir pour la simple et bonne raison où, enfin, je pense même sûr, on avait tous atteint un stade où on avait poussé notre passion à l'extrême. Moi, en l'occurrence, à ce moment-là, j'avais arrêté un peu la musique et j'étais vidéaste, chargé de communication, assistant de direction dans une école de danse. Et ça a été beaucoup de travail, c'était à Paris. Et à la fin de ces dernières années, j'ai cumulé un peu tout ce qui est pas bon pour la santé, donc burn-out, crise de spasmophilie et tout ça. Et en fait, le capitaine de ce bateau-là, qui est mon grand frère de cœur, mon bras droit, qui est toujours dans l'équipe aujourd'hui, a toujours voulu avoir un voilier. Et moi, c'est drôle parce que j'ai fait donc du coup des études de bac pro mécanique bateau à Canet-en-Roussillon, pas très loin de Perpignan. C'est pour ça que c'est très très drôle. Il y a Claude qui sourit. J'ai fait toute ma scolarité là-bas, enfin du moins au lycée, et donc on a joint un peu, on va dire, l'utile à l'agréable grâce à mes diplômes, mais ce qui s'est réellement passé, c'est qu'on avait tous besoin de prendre une pause de vie. Et quand tu es sur le bateau, mis à part la nature, la respecter et du coup te remettre en question et faire un voyage à l'intérieur de toi, en plus d'être sur l'eau, c'était quelque chose de... Enfin, ça n'a pas de prix. Et j'avoue qu'on n'a pas réfléchi. Pas une seule seconde. Et je pense que lui, comme moi, on n'a jamais eu peur de mourir sur le bateau, quoi. Alors qu'il s'en est passé des situations très compliquées. Est-ce que tu as vu des accélérates au large ? Non, je vais pas mentir, j'avoue ça, non. Par contre, la première semaine, quand on est parti, on s'est tapé un 6 à 7 mètres de vague pendant une semaine qui arrivait derrière nous. Donc ça fait un immeuble, pardon, d'à peu près 3 étages. C'est l'angoisse de ma vie, je crois. Mais t'as déjà vu les TikTok où il y a la musique Oui, ouais, c'est sur les gros ferries et tout. Ouais. Ça fait tellement peur. Mais c'est vraiment, c'est genre, moi, tu me perds. Moi, je saute. Je suis dans l'eau. Je préfère. Mais le pire, c'est que t'es pas plus en sécurité dans l'eau. Bah quoi. non, mais moi, je me tue. Je saute pour mourir. Genre, je préfère ça. J'ai une pote sur un ferry un jour qui m'a dit, genre, j'étais très bien, moi, sur le ferry, j'ai pas du tout peur, je viens de l'océan, je te chill. Et elle me dit, t'imagines tout ce qu'il y a sous l'eau. Et là, d'un coup, genre, oh mon Dieu. C'est comme quand, tu sais, quand on te rappelle des fois que la terre tourne et ça te fait un... Le vertige. Ouais. Oui. Ouais. Je te regarde la podcasteuse. Non, mais du coup, au moment où tu reviens justement sur Terre, littéralement sur la terre ferme après cette traversée, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que le fait d'avoir mis le quotidien à distance et tout ce qui peut tracasser du coup dans le quotidien, ou d'avoir mis peut-être de côté la pression aussi de la productivité dans ce que tu fais, dans le rap, qu'est-ce qui a changé grâce à toutes ces mises à distance ? En vrai, littéralement tout.
la façon de penser, le rapport aux autres aussi, parce qu'au final, tu es sur un bateau où tu dois forcément cohabiter avec tout le monde. Nous, on a beaucoup de chance parce que ça s'est super bien passé entre nous, mais à partir du moment où tu reviens, tu es tellement isolé de tout. Comme on se disait, en vrai, s'il y avait eu le Covid pendant cette période-là, on n'aurait jamais pu être au courant. On avait un téléphone satellite, il envoyait un message comme ça, avec des unités. Dans la tête, il y a vraiment tout qui change. Je pense que j'aurais pas du tout été la même personne ou le même homme aujourd'hui si j'avais pas fait cette traversée, parce qu'en fait, tu recadres tout. Et en l'occurrence, à ce moment-là, vu qu'on faisait des quarts, on restait 4 heures éveillés et 6 heures de sommeil. Pendant ces quarts-là, au bout d'un moment, tu n'as plus rien à te dire avec tes potes. Du coup, tu es obligé de rentrer dans ta tête et de savoir ce qui va pas. Et moi, ça m'a aussi permis de savoir réellement ce que j'aimais dans la vie et ce que je voulais. La musique, c'était indéniable, mais j'ai découvert derrière que j'aimais autant la musique que le voilier, que cuisiner. Et c'est vraiment 3 choses qui m'animent le plus, où j'y vais sans réfléchir, quoi, à aucun moment. C'est des choses peut-être que tu n'aurais jamais pensé à creuser finalement. En fait, j'ai la sensation que dans la société dans laquelle on vit actuellement, on prend pas trop le temps de réfléchir à ce genre de petits détails. Sur le bateau, lire un livre, c'était un immense plaisir. Je pouvais pas. Ce que j'allais dire, juste la notion du temps, elle doit être tellement différente en fait. Ah ouais, ça doit être. Tout change. Ouais. Carrément, vers la fin de la traversée, parce qu'il y a un décalage horaire entre de là où on est parti, donc de France, on est parti de Frontignan, en faisant toute la côte espagnole, tout ça. Et dès qu'on a traversé l'Atlantique, on est arrivé à Marie-Galante, donc il y a entre 5 et 6 heures de décalage. Et ben le décalage, tu le ressens pas, quoi, sur l'eau, c'est trop bizarre. Tu vas faire 2 heures en pleine journée et 1 heure après, il va faire 8 heures de nuit, tu comprends pas du tout ce qui se passe. T'as vraiment plus aucun repère. Et tout est plat, quoi. Tu vois que de l'eau, quoi, c'est assez particulier. Mais ouais, effectivement... C'est quelque chose que tu recommanderais justement de partir sur un coup de tête pour se connaître à cet âge-là aussi, là, dans la vingtaine Ouais, clairement. Alors, pas besoin de traverser l'Atlantique, hein, parce que ça reste quand même une grosse épreuve. Mais ceux qui en ont l'occasion, franchement, foncez, parce que c'est exceptionnel. Ça fait peur. Il y a la personne qui nous a formés, par exemple, avant de partir, elle a fait la traversée retour avec le capitaine. Okay. C'est un skipper avéré qui nous a formés, donc il connaît encore mieux le milieu nautique que nous. Il a très mal vécu. Donc c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Il a mal vécu le retour parce que ça a fait trop d'isolement cumulé. Bah ouais, vie de famille. Puis en vrai, on n'est pas si préparé que ça à avoir des voyages intérieurs. On pense l'être, mais ça fait très peur quand il y est et que tu réalises tout ce qui peut être très deep à l'intérieur de toi ou pas du tout. Donc c'est vraiment pas fait pour tout le monde. C'est ces moments-là où il y a le silence total et qu'il n'y a plus grand-chose à se dire. Là, dans la société actuelle, si là tout de suite je décide d'arrêter de parler, ça va foutre un malaise de fou et on va directement être en mode... Surtout qu'on est tous un peu du sud, donc ça va clairement... ça va pas être cool. Ça va être bizarre, quoi. Sur le bateau, ça peut arriver beaucoup de fois. Après, on est entre potes, c'est différent. Bien sûr. Mais... t'es obligé il y a toujours les petites voix dans ta tête, et à ce moment-là, c'est là où il faut prendre parti, donc soit décider de les écouter, soit de totalement les éteindre, mais il faut quand même trouver le moyen de les éteindre. Et pour trouver le moyen de les éteindre, il faut vraiment s'intéresser à tout. Mais justement, j'ai une dernière question sur la santé mentale quand tu fais ce genre de choses. La thématique de l'hypervigilance, tout le monde voit ce que c'est. En gros, c'est quand ton corps il est toujours en état de stress. Et du coup, par exemple, des gens traumatisés peuvent être en hypervigilance et du coup, même la nuit, tu dors pas vraiment, etc. Okay. Et du coup, ça crée une fatigue énorme. Ça peut créer de l'hyperacousie. Enfin, en gros, ça crée des sens plus aigus, mais qui du coup te fatiguent, en fait. Moi, par exemple, je suis devenue misophone à cause de l'hypervigilance. Okay. Donc du coup, maintenant, je supporte plus plein de bruit, alors qu'avant, ça me faisait rien du tout, et voilà. Et du coup, ce que je me demandais, c'est que sur un bateau comme ça, vu qu'en fait, t'es en traversée, t'es pas juste à faire des sorties et tu reviens le soir, du coup, ça veut dire que la nuit, tu dors concrètement au milieu de rien, enfin au milieu de l'océan, au milieu d'un truc qui est infini. Est-ce que du coup, tu dors vraiment sur tes 2 oreilles, ou est-ce que t'es toujours à te dire, ok, s'il se passe quelque chose, faut que je sois chaud à me lever dans la seconde et à
souquer, je sais pas comment on dit. Souquer les articles. C'est un peu... Souquer les articles. J'avoue, c'est un peu des deux. Je vais pas dire qu'on était hyper fatigués, parce qu'en fait, on se faisait tous confiance. Et c'est vraiment un peu des deux. Hein. C'est vraiment un peu des deux. On n'aurait jamais pu être totalement dans l'extrême, à être en hypervigilance. Je sais que le capitaine l'était un peu plus, lui. Forcément, on déplace notre maison sur l'eau. Une fois arrivé en Guadeloupe, on n'a fait que vivre sur le bateau. Donc, sans le bateau, on n'aurait pas pu avoir la même vie arrivé là-bas. Mais en fait, t'es vraiment bloqué entre les deux, où tu vas un peu, sur les 6 heures de sommeil, on va dire que tu vas vraiment dormir 3, donc sur ces 3 heures, déjà c'est cool, tu récupères. Après, le reste, de toute façon, au milieu de l'Atlantique, il commence à faire déjà très très chaud, tu dors de moins en moins, t'es de plus en plus pressé d'arriver, tu développes encore plus d'activités à la con, ne serait-ce que pêcher déjà, c'était exceptionnel, pêcher... cuisiner le poisson frais comme ça le jour même, c'était... Mais ouais, en fait, comment ? Tu me donnes faim. Ah, désolé. J'ai fait pas mal de recettes en plus, c'était très très bon. Tu devrais trop faire un livre de recettes sur la traversée. J'avoue que, il y a des trucs qui étaient pas très glamour, parce que souvent on mangeait des... Le jour où j'ai vu ma première baleine, par exemple, je mangeais des haricots rouges en conserve, achetés en Espagne, dégueulasses. Ah ouais ? C'était dégueulasse, mais t'as pas trop le choix, parce qu'au final, ça bouge tellement dans le bateau que t'as pas envie de faire à manger, tout simplement. Et même si tu prends le pli à un moment donné, c'est jamais très agréable d'être à l'intérieur du bateau quand ça bouge beaucoup, quoi. Ah, tu m'étonnes. Claude, sans forcément partir en bateau hyper loin, quel est le plus gros saut dans le vide que t'aies fait par passion ? Par exemple, aller à Paris. J'ai une autre image en tête. Vas-y. Paragouteuse, sauter littéralement, se défenestrer littéralement pour savoir vraiment qui l'on est. C'est comme ça que je me suis découverte, c'est comme ça que j'ai signé vraiment quelque part un arrêt de mort pour ce que les gens pensaient que j'étais et m'offrir l'opportunité d'être enfin moi-même. Donc ça s'est passé en plusieurs étapes. Perpignan, c'est un lieu frontalier. Donc c'est un lieu de passage, c'est un peu un no man's land, c'est un peu particulier et je crois que j'ai toujours symbolisé un peu tout le temps ces passages, partir de là-bas pour essayer de s'offrir de meilleures opportunités à Paris, loin de personnes qui étaient oppressantes. Finalement, savoir que c'est pas juste une question de lieu, c'est aussi une question de soi à soi et de son analyse de soi et donc du coup passer l'étape, qu'elle soit néfaste ou pas, pour pouvoir se découvrir. Et puis une fois qu'on se découvre, d'autres passages, l'amour, essayer de comprendre les dynamiques de pouvoir et des trucs à peut-être plus constructifs et ancrés dans les structures, la sociologie, ces genres de trucs qui sont en fait te fait réaliser que tout est extrêmement intrinsèquement lié et que tu peux pas dire que rien n'a aucun rapport les uns avec les autres en fait. Tu parles de saut dans le vide pour découvrir qui tu es. Toi, tu es une personne qui même physiquement a énormément évolué. À quel moment est-ce que ça s'est opéré ? Est-ce que c'était à Perpignan ? Est-ce que c'était plus tard en arrivant à Paris ? On sait que dans le sud de la France, alors je déteste quand les gens qui ne connaissent pas ces parties de la France en parlent parce que je trouve ça absolument détestable, surtout quand ils se mettent à imiter nos accents, bref. Mais dans le même temps, ça reste des endroits qui sont très compliqués pour les femmes, qui sont très compliqués pour les personnes LGBT, qui sont très compliqués pour beaucoup de monde. Pourquoi toi, t'as voulu partir ? Parce que j'ai été portée par la plupart des femmes de ma famille, de sang. Depuis aussi longtemps que je puisse me souvenir, il n'y a pas une seule femme qui m'a entourée qui m'a pas mise la graine dans la tête de me dire mais un jour il faudra que tu partes. Et il y avait dans le ton où c'était employé, je sentais que si je partais pas, j'allais mourir ici en fait, et qu'il y allait quelque chose qui allait m'arriver en fait, et que plus j'attendais, plus l'étau se resserrait autour de moi et à un moment donné, je suis juste partie. Je suis partie avec un gros sac et 500 € et je me suis installée à Paris
comme ça, juste après mon diplôme des Beaux-Arts, en sachant pas trop qu'est-ce que j'allais faire, avec pour projet d'essayer de rentrer à Paris 8, essayer de voir si les projets plastiques et contemporains, ça pouvait marcher. Bon, ça n'a pas marché, mais on est quand même artiste, c'est déjà pas mal. Mais voilà, c'est tout un continuum, j'ai l'impression. Et on a parlé de tout ce qui nous passionnait, de tout ce qui nous portait. Esther, tu nous as parlé du violon qui te passionne et dans lequel tu excelles. Est-ce qu'on peut être passionné à l'inverse par quelque chose dans lequel on est nul ? Alors, moi, je voudrais quand même rajouter un truc. Le violon, c'est un instrument qui est extrêmement difficile et bien tu sûr. vois, tu m'as dit tu excelles et non, tu te sens pas excellente, toi. Non, enfin, oui, j'ai des années et c'est-à-dire des milliers d'heures derrière moi. Et je pense que les gens, d'ailleurs, réalisent pas quand on apprend un instrument de musique comme ça, classique, depuis jeune, les musiciens classiques, enfin, les heures de travail, c'est assez fou quand on y repense. Enfin, moi, depuis toute petite, et puis, toute petite, même ado et tout, c'est vraiment, je travaille 8 heures par jour, c'était une grosse journée. Mais en fait, il y a beaucoup de moments où moi, il y a plein de moments où j'ai voulu balancer mon violon par la fenêtre, quoi. Ou le prendre, je l'ai jamais fait, mais dans ma tête, j'ai des scénarios. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est pas quelque chose où je me dis, je prends mon violon et ça y est, j'excelle et c'est cool et je joue tout le temps bien et tout. En fait, c'est un son qui demande beaucoup de résilience et beaucoup de pratique, beaucoup de moments en fait où on n'y arrive pas, où j'apprends un nouveau morceau, où je ne connais pas les notes et même des fois quand on les connaît, comme je disais, quand je joue pas pendant 2 jours, les rares moments où je prends 2 jours de vacances, j'y retourne, mon violon il me fait la gueule pendant 5 jours généralement. Vrai? Mais oui, parce qu'on se rend pas compte, en fait c'est un sport, c'est-à-dire que ce que ça demande au niveau même de la flexibilité des doigts, au niveau de tout, le violon c'est pas un instrument qui est c'est pas une posture, on n'est jamais comme ça dans la vie, quoi. Voilà, c'est pas naturel. Non, c'est pas naturel. Mais est-ce que le violon d'ailleurs vient, parce que par exemple, alors c'est beaucoup moins stylé, mais je suis tellement sur mon téléphone à cause de mon travail que mon petit doigt s'est déformé. C'est-à-dire que mon auriculaire n'a plus la même forme. La voûte. Tu vois ou pas ? Ok, ouais. C'est dingue. Donc c'est vraiment très peu glamour, mais est-ce qu'à cause du violon aussi, on peut avoir le corps qui vient s'adapter dans sa structure au violon à force ? Enfin, moi, mon côté gauche, alors déjà, je ne suis pas gauchère, mais par contre, j'utilise très très bien ma main gauche pour me servir. Ça, généralement, je me sers de la main gauche. Et de manière générale, alors déjà, oui, moi aussi, j'ai des traces un petit peu partout autour du cou, les doigts et tout. Mais effectivement, ça développe quelque chose. Enfin, quand on est... tout mon côté gauche est plus... je sais que quand je vais voir mon ostéo, à chaque fois, il est là. Parce qu'il y a tout un côté qui travaille beaucoup plus que l'autre. Mais en fait, tout ça pour dire que je pense que même quand on a une passion, et des fois, les gens ils me disent « Oh, t'as de la chance, tu vis de ta passion. » Et en fait, oui, c'est merveilleux de vivre de sa passion parce que ça veut dire que tous les jours de ta vie, effectivement, tu fais un truc qui t'anime vraiment au plus profond de toi. Mais c'est pas parce que tu vis de ta passion que tous les jours, enfin en tout cas je parle personnellement, tous les jours je me réveille et je me dis vas-y j'ai envie de bosser mes gammes ce matin. Non, des fois il fait beau, il fait soleil et tout et je suis là, je regarde mon violon, je suis là ouais je sais, il faut que ouais. Et j'ai pas toujours envie et c'est pas toujours facile et des fois on galère et je suis là sur mon instrument, mon violon et je répète 15 fois, si ce n'est plus, le même passage et j'y arrive pas et c'est frustrant. Et pourtant, c'est ma passion. Donc voilà. Claude Emmanuel. Qu'est-ce qui fait qu'à 9 ans, t'es happé par cet instrument, même en sachant pas encore y jouer et tout? C'est quoi qui te happe en fait dans l'apprentissage de cet instrument, de cet instrument qui est quand même hyper sophistiqué? Il y a une barrière presque avec l'instrument qui se crée et c'est quoi qui à 9 ans te dit mais slay, je vais y aller et je vais exceller en fait? Mais en fait c'est marrant parce que j'ai fait mon premier son donc, pendant cette leçon et je pense qu'il devait être affreux ce premier son parce que quand on fait un premier son sur un violon généralement c'est un grincement mais pourtant j'ai pas ce souvenir là en fait il y a vraiment eu cette sensation en fait j'ai fait le son et le violon on le tient là on le tient vraiment contre nous et en fait j'ai senti le violon vibrer et ça m'a fait cette sensation comme si en fait vraiment j'avais pas besoin de parler mais ce que je ressentais, ce que je voulais dire pouvait passer par le violon. Ça vibrait en fait. Et ça vibrait contre ma gorge en fait, contre mon cou. Et cette sensation-là, ça m'a vraiment fait quelque chose en fait. Et c'est de ça qu'est venu cet amour pour l'instrument. Et dès mes premières fois que j'ai joué, j'étais tellement
dedans, j'étais tellement vraiment, on me voit, je suis petite et je suis là, je ferme les yeux, je joue, on dirait que je joue au Carnegie Hall alors que je suis dans la petite salle d'audition de mon conservatoire quoi. Mais ouais, c'est vrai que c'est ah bon, après ça c'était les premières fois. Après effectivement, il y a des fois où j'ai vraiment galéré et j'ai pensé arrêter plein de fois. Mais... Et dans ces femmes justement qui voient sur ton album Women apparaître donc de toutes ces femmes compositrices à qui tu veux rendre hommage, il y en a des inattendues parce qu'on a notamment Miley Cyrus. Ouais. Sur l'album, qui est celle qui t'inspire le plus justement à venir toucher l'excellence? Peut-être même d'ailleurs une compositrice dont tu sais déceler les imperfections, mais que justement tu trouves d'autant plus belle. C'est dur d'en choisir une parce qu'honnêtement, en fait, et je me rends compte, on m'a posé la question pourquoi tu as choisi ces femmes-là, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai dû faire un choix très très difficile pour sélectionner seulement quelques-unes, parce qu'en fait, j'ai découvert qu'il y en avait vraiment des centaines. Et je pense que celles que j'ai choisies sur l'album, c'est pas seulement pour leur musique évidemment, mais aussi leur histoire. Et en fait, à chaque fois dans leur histoire, j'ai trouvé quelque chose qui était, je pense, comme je disais tout à l'heure, où je me suis vue dedans. Donc difficile d'en choisir une, mais c'est vrai que, par exemple, il y a une compositrice qui s'appelle Rachel Portman, qui vit encore aujourd'hui, et ça a été la première femme à gagner un Oscar dans le monde de la musique classique. Et c'est quelque chose qui est très impressionnant. J'ai eu la chance de la rencontrer, de lui parler. C'est une femme les plus modestes que je connaisse, qui, on dirait pas, t'as envie de lui dire, mais meuf, t'as gagné un Oscar, genre. et je l'ai interviewée et tout. Elle était là, genre, tranquille, quoi. Et même, je lui ai dit, ça faisait quoi? Parce que c'était la seule, elle était vraiment une des seules femmes au début là-dedans. Et puis, elle m'a dit, vraiment, honnêtement, en disant, mais non, mais moi, j'ai toujours été moi-même, j'ai jamais ressenti. Et en tout cas, c'était pour moi le premier modèle que j'ai rencontré vraiment, assez inspirant. J'adore sa musique, je joue beaucoup, j'enregistre. Et ça a été le premier modèle vivant d'une compositrice que j'ai vu. Mais étudier l'histoire de toutes ces compositrices qui sont plus avec nous m'a énormément inspirée aussi. Et c'est pas parce qu'elles ont vécu il y a 200 ans, il y a 300 ans, et c'est quelque chose d'assez incroyable quand on parle de la musique classique. C'est pas parce que ça s'est passé il y a 200 ans qu'on n'arrive pas à justement avoir des liens en fait avec elles. Et je reviens à ma question initiale sur l'excellence qu'on peut avoir dans ce dans quoi on est passionné, par quoi on est passionné, pardon. Mais est-ce qu'on peut être passionné par quelque chose dans lequel on n'est pas bon? Ou par quelqu'un qui ne nous aime pas? Ça s'appelle être fanatique. C'est un peu plus toxique, effectivement. C'est une très bonne question. Moi, j'aimerais bien que la cuisine même, par exemple, tu dis que tu cuisines. Moi, j'essaye. Je suis très motivée, j'adore. Et puis, je me dis quand même, je mange tellement que... j'aime tellement manger que je peux pas être mauvaise. Tu vois, j'ai du goût. Genre, j'aime les bonnes choses et tout. Qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine de Barbara Pravi? En fait, j'ai un problème. Mais c'est un problème général, c'est que je suis incapable de suivre une recette. Par exemple, je vais au resto, je suis incapable de commander un truc qui est à la carte, je suis obligée d'enlever ou d'ajouter un truc. Genre une salade César, mais sans anchois, ou sans machin, ou avec un truc. Bref, et en fait, je fonctionne un peu pareil pour tout. Et du coup, ça fait que ma cuisine, je pense, elle est pas très bonne. Probablement pour ça. Mais parce qu'il y a des gens... oui, mais je pense qu'il y a des gens qui savent cuisiner, qui ont fait des livres de recettes, donc il n'y a pas besoin de chercher l'originalité. Tu vois, faut aller chercher la recette, quoi. Et voilà, moi j'ai ce problème-là. Donc je pense qu'on peut être passionné de cuisine. Encore une fois, j'adore manger, tout ça, c'est boire, manger. Je suis très bonne vivante, quoi. Mais la cuisine ne m'aime pas trop. Et quels sont les autres trucs que la chanson qui te passionne et pour les coups pour lesquels t'es bonne? En musique? En général. Je crois que je suis l'endroit dans lequel je me sens le mieux, en tout cas, c'est l'écriture. Au-delà de la musique, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des tas de gens. Moi, j'ai pas fait d'école de musique, donc tout est très autodidacte, très instinctif. J'entends très bien la musique, mais je pense que ma qualité première, c'est pas du tout ni de chanter, ni d'interpréter, ni de composer. C'est vraiment d'écrire, quoi. Mais t'as une musique en plus qui semble très basée, moi, de ce que j'en ai toujours ressenti, sur l'écoute aussi des autres. Et typiquement. Comme tu vois, un peu comme si c'était des conseils. Je pense notamment évidemment au son que tu avais fait à l'époque qui s'appelait Note pour trop tard, ouais. Où tu avais fait un mash-up de cette reprise d'Orelsan avec ton titre Le Malamour. Ouais. C'était pour la Maison des Femmes. Exactement.
La Maison des Femmes tout court. Tout court. Ouais. Où en fait vraiment tu viens donner une liste de conseils aux personnes. Et je sais pas, je trouve qu'il y a ce truc qui ressort vachement dans ta musique. On dirait vraiment que c'est issu de, tu vois, de discussions un peu intimes où tu t'es dit en fait ça c'est important, on va en faire un titre. Et tu vois, il n'y a pas forcément par exemple l'ego trip qu'il va pouvoir y avoir chez d'autres artistes, ou alors le côté je raconte une histoire précise et tout. On sent vraiment, je trouve, le côté conseil. En tout cas, bon, de toute façon, après, il y a un truc aussi, c'est que tous autour de cette table, si on est artiste, c'est on a forcément un gros ego. Il n'y a pas de galère à ce moment-là. Maintenant, c'est vrai que je pense que ça, c'est parce que ça dépend des raisons pour lesquelles on fait les choses. C'est-à-dire que moi, je me suis jamais dit, mon objectif, en tout cas, ça a jamais été d'être une star ou d'être connue. C'est pas du tout quelque chose qui est important pour moi. Ça, c'est ce par quoi il faut passer pour faire le métier qu'on fait. En découle, ouais. Exactement. Mais ça n'est pas, c'était pas le but. Pour moi, le but, ça a toujours été en fait, d'abord, ça a été c'est de me guérir, d'ailleurs. Et donc, du coup, je crois que quand on apprend à se regarder, quoi, à se foutre un miroir devant et à essayer de décortiquer les choses et d'écrire sur ce qu'on vit, ce qu'on ressent, etc., ben forcément, on se rend compte. Typiquement, avec Note pour trop tard, c'était la première fois que ça m'a percuté comme ça. On se rend compte qu'on n'est pas le seul à ressentir, à vivre ces mêmes choses. Et que ce qui nous différencie, c'est juste que les émotions, elles habitent dans nos corps différents. On a chacun nos corps différents. Mais en revanche, on ressent la même chose. On l'exprime plus ou moins de la même manière. Il n'y a pas des milliards de palettes d'émotions, en fait. Elles sont plus ou moins complexes, elles sont plus ou moins teintées. Mais finalement, on est tous des êtres humains avec des émotions qu'on ressent et c'est toujours plus ou moins la même chose. Ça doit être tellement zinzin en concert quand t'as écrit un truc justement super intime où vraiment ça semble très perso et très dur à sortir et qu'en fait tu vois que les gens le chantent. Moi c'est ce qui m'excite le plus en fait. Alors peut-être que je suis un peu bizarre mais c'est vrai que j'ai vraiment une excitation particulière mais depuis toujours à parler des trucs un peu trash, je sais pas, mais enfin, pour moi, par exemple, l'avortement, c'est pas trash, c'est un truc que j'ai vécu. Bon, il n'empêche que dans ma famille, c'est pas OK, a priori, d'en parler comme ça, ouvertement. Et t'en parles dans ton titre Cher. Exactement. Mais moi, c'était un kiff de pouvoir regarder les gens dans les yeux et de leur dire, voilà, ça c'est moi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Puisque de toute façon, c'est ça. C'est comme ça que je suis, c'est ce qui m'est arrivé, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et en fait, j'ai ressenti un tel plaisir à dire ma vérité à ma façon dans ma musique que maintenant c'est vraiment mon leitmotiv quoi. Je ne sais faire que ça et je cherche ça sans cesse et je sens quand une chanson elle est pour ressembler à ou quand elle est pour me ressembler à moi. Tout de suite on va parler, comme je l'ai dit, d'amour parce que c'est quand même quelque chose d'important. Quelle est la chanson qui représente pour vous le mieux la passion amoureuse ou l'œuvre d'art d'ailleurs? Il y a... Wow. J'aurais dû vous prévenir des questions pièges comme ça. À chaque fois, j'arrive et bam. Je l'ai. Il y a une chanson qui, en fait, elle me bloque absolument toutes mes émotions. C'est-à-dire que j'ai envie de pleurer, j'ai envie de rire, j'ai envie de tout. Et il n'y a rien qui se produit. Et c'est une chanson, un remix de Danny Ellar qui s'appelle Just a Touch. C'est une chanson de Perfume Genius, qui est un artiste queer américain. Okay. Et ça retrace, en fait, l'histoire d'amour d'un militaire qui va à la guerre et qui, du coup, doit abandonner son identité amoureuse pour pouvoir juste faire la guerre et s'oublier quelque part. Et à travers ces références autour du toucher, il y a vraiment un truc qui se produit en moi où je me dis waouh, un jour je veux faire une musique comme ça quoi. Un jour je veux avoir les mots assez justes pour être à la fois quelque chose d'extrêmement classique, d'extrêmement traditionnaliste et en même temps ultra subversif et ultra électronique pour que tout puisse enfin vraiment se mélanger et faire transition ensemble en fait. Tu peux répéter l'artiste? Just a Touch? Just a Touch de Perfume Genius, c'est l'original, et le remix de Danny Ellar. Ok. Voilà. Très intéressant, j'irai regarder aussi. Warren, toi, est-ce qu'il y a un titre qui te porte particulièrement ou une œuvre artistique sur la passion? Sinon, je vous tunnel sur Titanic, donc. Alors, c'est drôle parce que j'allais citer, j'allais parler d'un passion, obsession, j'avais parlé de l'alchimiste, mais c'est de Paulo Coelho, mais c'est un livre qui est beaucoup repris. Donc, j'allais plutôt parler de
en tout cas ce qui représente l'amour pour moi, et je vais pas parler forcément d'amour homme-femme, romantique. Je parle plus d'amour général, à la recherche du bonheur. Je trouve que ce film-là, d'ailleurs, c'est l'un des seuls films qui m'a fait pleurer. L'amour que Will Smith a pour son fils et tout ce qu'il essaye de faire pour vraiment atteindre le max pour lui. Ce film-là m'a donné vraiment la définition d'aimer, on va dire. Et je l'ai développé après dans mes relations, mais pour moi, je ne vais pas forcément parler de musique, même s'il y a beaucoup de sons qui m'ont touché. Visuellement, je trouve que c'est l'un des films qui le représente le mieux, en tout cas. Et ça anticipe ma question suivante, qui était: peut-on parler d'amour dans l'art sans le faire sous l'angle de la passion et sans être ennuyeux? Mais du coup, ça remplit complètement ce cahier des charges, en fait. Un peu, ouais, du coup. Ouais, j'ai peut-être lu tes questions avant que tu les poses. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes laissé entraîner trop loin par la passion amoureuse dans votre vie? Oui. Oui. Ouais, moi aussi, il y a un oui général autour de la table, 100%. Est-ce que quelqu'un veut raconter? Moi, vous êtes en face. Pendant le Covid, je suis partie avec la personne dont j'étais amoureuse à ce moment-là. On est partis, c'était le truc le plus bête de ma vie, mais en même temps, c'était à la fois génial. J'en garde un souvenir assez fou. On est allé se foutre dans une maison en se disant, alors le confinement n'avait pas commencé, on sentait que ça sentait mauvais, et on s'est dit, on va louer une baraque dans le Cotentin. Une petite maison, machin. Puis de toute façon, si on est enfermé, au moins on sera dans la nature. On n'avait pas de voiture, on s'était dit, on avait parié sur le fait que les gens chez qui on louait la maison nous prêteraient peut-être leur voiture pour aller faire des courses. Bref, tout était un grand peut-être. Et je me souviendrai toute ma vie. Donc moi, j'ai pas mon permis, mais lui, il conduisait. Et je voyais les gens qui, comme nous, avaient décidé de partir. Ils avaient des sacs, les voitures étaient remplies. Et ça m'avait hyper impressionnée. C'est le sac de pâtes, ça, je me rappelle. C'était hyper bizarre. Oui, c'était ce moment où les gens faisaient un peu des provisions et tout. Bref, il se trouve que ça s'est extrêmement mal passé. Évidemment, je veux dire, c'est la fin du monde et je suis enfermée dans une maison que je connais pas. Non, et surtout, moi non plus, j'ai pas le permis, mais c'est quand même une dinguerie d'aller t'enfermer à la campagne sans permis, avec quelqu'un qui, par contre, a le permis, donc qui est libre de ses mouvements, mais pas toi. Non, mais c'est le début d'un film d'horreur, le truc. Et à part si t'as bien marché, tu vois. Ouais. Alors, il y a un truc que j'ai adoré, c'est que j'ai vu le printemps naître, puisque du coup, comme on était dans la nature, j'ai vu les arbres fleurir et tout, et c'était fou de constater que ça va très très vite. Donc ça, c'était un super souvenir. En revanche, j'ai pas tenu jusqu'à la fin du confinement. J'ai appelé ma mère. J'ai dit, maman, viens me chercher, s'il te plaît. Et donc ma mère est venue me chercher. J'ai quand même fait des lasagnes. Parce que tu vois, j'ai quand même fait des lasagnes. Je suis pas partie sans rien. Mais c'est vrai que je pense que par amour, c'est-à-dire dans l'idée que, en fait, on allait créer un truc à deux. Moi, j'ai un problème, c'est que je suis très comme ça, quand j'aime, j'ai besoin d'être collée à l'autre un peu. Mais bon, je travaille dessus parce que c'est débile. Et voilà, dans l'idée que notre amour allait fleurir dans cette maison isolée à la campagne. Je suis partie comme ça, c'était débile. T'étais vraiment en mode on va la vivre cette putain d'histoire. Ouais, je me suis dit, je me suis dit on va tomber encore plus fou amoureux, on s'en souviendra toute notre vie, on aura vécu un truc que personne n'a vécu, tu parles, c'était genre. Mais pour lui aussi, je pense qu'on s'est angoissés mutuellement. Attends, ça a dégénéré au bout de combien de jours? Franchement, ça a dégénéré assez vite, mais tu sais, tu veux pas y croire, quoi. Tu restes, tu te dis de toute façon, tout le monde est chez soi, qu'est-ce que je vais faire à Paris? On va se fâcher, ce sera intense aussi. Ouais, exactement. Et en fait, pas du tout, c'était juste. Franchement, c'était dur, quoi. C'était dur. Donc, je suis partie, je pense, j'ai fait 1 mois et 1 semaine, peut-être. Ah, ça va? Non, je pensais que t'allais nous dire 4-5 jours. Non, mais pas du tout, tu rigoles ou quoi? Ça va. J'ai fêté mon anniversaire et tout, mes 25 ans, quelle horreur. Bref. Voilà. 2020, Trigger Warning 2020, Esther, Claude Emmanuel, Warren, ça vous évoque des trucs aussi de vous être laissé déporter, emporter par la passion amoureuse? Oui, vas-y Claude, vas-y. Un peu bateau, ma première relation amoureuse. C'était qui? C'était a.k.a. Papy. C'était son surnom. Il s'appelait Anthony. On n'est plus en contact maintenant, mais ça. Comment ça, il se faisait Papy? C'était son surnom, Papy. Moi, j'étais Mamie et lui, c'était Papy. D'accord. Les Espagnols, quoi. Tu vois. Et écoute, je sais pas comment je suis tombée sur ce mec-là, mais c'est ma toute première relation du monde entier. Avant ça, j'avais jamais couché avec qui que ce soit, j'avais jamais relationné avec qui que ce soit et compagnie. Ça a été très conflictuel, mais c'est à ce jour, et bon, il y en a eu quand même 2 ou 3, dont actuellement mon nouveau copain, mais qu'on embrasse, bisous Ethan, qui en fait m'a prise pour ce que j'étais. C'est-à-dire que j'étais en début de transition.
il a pas cherché. Il a dit d'accord, t'as un début de transition et tout, tu vas changer et tout. Je serai là et je vais te soutenir dans toutes ces étapes-là. Et en fait, c'est ce qui s'est passé jusqu'à un moment donné où il y a eu des limites qui se sont créées pour lui. C'est-à-dire que entre ce que je voulais devenir et ce que j'étais en train de devenir, lui, il se projetait pas de la même façon. C'est-à-dire que j'ai changé extrêmement physiquement et d'un coup, je suis rentrée dans les standards de beauté féminins, patriarcaux, ainsi de suite. Et lui, ça a commencé à le trigger jusqu'à que il me fasse une demande d'un mariage qui avait pas vraiment de sens et dont l'expectative a été que je lui ai dit que je voulais pas l'épouser tant que j'avais pas fini ma transition. Et pour lui, c'était un signe radical que je l'aimais pas. Parce que je faisais pas cet effort-là. Alors que pour moi, justement, s'il m'aimait, il attendrait la fin de ma transition, du moins de la façon dont moi je la voyais, pour pouvoir signer ce pacte qui est pas rien du tout quand même, un mariage, quoi. Et donc, en fait, on s'est séparés littéralement. Voilà, le mariage était en cours de préparation. Enfin, à ce moment-là, moi, je comprenais pas ce que c'était encore la charge mentale dans un couple. Je m'estimais heureuse parce que j'étais une meuf trans. On habitait dans une maison dans le 91, on avait tout, le chien, le chat à la maison. Moi, je faisais à manger. Enfin, je me dis, mais en fait, à la place d'aller faire la TDS avec mes sisters, en fait, je suis en couple avec un mec qui prend soin de moi. Je peux pas espérer mieux dans la vie, en fait. Et finalement, au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça, c'est un signe pour me dire que je mérite quand même mieux et que je mérite de faire des choses qui me passionnent, justement. Et après avoir été passionnée par ce premier amour, en fait, je me suis juste passionnée pour moi-même et les gens qui sont arrivés après, ça a été des expériences et ça n'a jamais atteint la même hauteur, je dirais. Bien qu'actuellement, mon copain actuel, genre, il y a une vraie connexion qui s'opère entre nous et je pense que lui, par contre, je vais finir par l'épouser. Ah, voilà, c'est une demande en direct ce soir sur Move. Il va péter un câble. Est-ce qu'il va écouter en plus? Ah, c'est sûr, il va écouter. On t'embrasse. Écoute, la folle du bus te dira si elle pensait ce qu'elle a dit à l'antenne. T'as fait comme Domenech et comment elle s'appelle? Estelle Denis. Ah, plus vrai. C'est vrai qu'il l'avait demandé pendant un match, non, un truc comme ça. Il lui avait dit non. Tu fais Raymond Domenech en 2025. La culture célèbre énormément les histoires d'amour passionnelles, mais comment est-ce qu'on différencie finalement histoire passionnelle et toxique, passion et dépendance, tout ça? Parce que contexte, étant né en 95 et je ne suis pas la seule sur ce plateau, il y a des gens qui vont bientôt avoir 30 ans ici. J'ai grandi, quand j'avais 13 ans, il y a Gossip Girl qui a commencé à passer à la télé. Et dans Gossip Girl, il y avait, c'est un peu mon empire romain, je parle souvent de cette série, tout comme Titanic, mais il y avait Nate et Dan qui étaient des gars plutôt bien, qui étaient très beaux. Et il y avait un mec qui était un peu chum d'ailleurs, mais que tout le monde aimait parce qu'il était horriblement toxique. Et d'ailleurs, il essaie quand même de violer 2 meufs dès l'épisode 1, donc c'est pas non plus l'idée qu'on se fait d'un gars bien. Et en fait, tout le monde était love de lui, parce qu'on nous l'avait présenté comme voilà, l'histoire d'amour à vivre, il faut se battre pour cet amour. Blair, donc le personnage principal qui est à côté de ça, elle est extrêmement puissante. Il veut la vendre contre un immeuble, enfin je veux dire, c'est absolument immonde. Et on nous présente ça à l'époque comme l'histoire d'amour exceptionnelle que tout le monde a envie de vivre. Est-ce que vous vous souvenez? Oui, moi je suis une grande fan de Gossip Girl. T'es 96 toi, du coup, donc c'est même génération aussi, c'est... Vous l'aviez vu avec un peu plus de recul. Quel âge? Vous étiez en fin d'adolescence? Parle bien, s'il te plaît. Non, mais la vérité, c'est pas pareil de voir les trucs à 13 et à 16, tu vois. Non, moi, je me souviens pas que c'était si tard. J'ai 32, moi, je vais avoir 32, donc je suis pas si loin. Non, j'avais genre 15 ans. Je confonds avec celle-ci là-bas. Ouais, moi, je pense que j'étais presque à ma majorité. Mais dans la même perspective, il y avait Sex and the City, oui, c'est vrai. Journal d'une escapade. Non, Sex and the City, non, moins en tout cas. Parce putain, désolé. Le personnage de Big, c'est la même histoire. Oui, mais les 4 meufs, elles sont trop galeries, quoi. Elles ont un truc, c'est centré sur elles beaucoup. Elles sont quand même centrées sur elles. Elles ont des sacrées relations, chacune. Et Gossip Girl, effectivement, il y a ce truc de relationnel entre les personnages de la classe féminine, de la classe masculine. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai été subjuguée, c'était vraiment par la personnalité de chacune des actrices qui, pour moi, avaient vraiment, pour une fois, dans une série, un truc qui leur était très personnel. Et d'ailleurs, c'est un jeu auquel on joue souvent, à s'attribuer qui était qui dans la série, chose que j'avais jamais trop fait avant, quoi. Et alors, t'es qui?
C'est toi qui me l'as dit qui j'étais. Ah bon? Bah oui. T'es qui? Avec Annie. Attends. T'étais qui? Bah, c'était pas dans la période de la dissolution. Non, c'était pas Jenny, non. I was the got one. Ah, t'es Georgina? Bien sûr. Ah, t'es Georgina? Bien qui vient de mourir d'ailleurs, l'actrice vient de. Et oui, malheureusement. Blair, you can tell Jesus that the bitch is back. Exactement. Incroyable. Même sa carrière, je la trouve incroyable, genre. Hein. Mais justement, dans Gossip Girl, ça c'est beaucoup célébré. Pourquoi est-ce qu'on nous... Il y a cette scène qui est super importante, j'aurais dû sortir l'audio, où en fait Blair, donc le personnage principal féminin, vient voir ce gars-là, Chuck, et il lui dit, écoute, on s'aime, viens, on se met ensemble. Il lui dit, et quoi, qu'est-ce qu'on va faire? Blair et Chuck vont au cinéma, Blair et Chuck se baladent, machin. On pourra pas, la normalité, c'est nul, c'est pas ça qu'on veut. Et du coup, tu vois ça, t'es ado, et t'es en mode, attends, mais ouais, en fait, non, il faut que de l'intense, il faut pas des choses avec lesquelles on puisse construire et tout, parce que c'est boring. Pourquoi est-ce qu'on nous a présenté aussi longtemps les histoires d'amour explosives, enfin les histoires d'amour, pardon, simples comme ennuyeuses? Et est-ce que vous avez réussi, vous, à passer ce cap, justement? Moi, je pense quand même que, en vrai, je dis souvent que j'aurais adoré parfois naître un peu plus tard, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a une conscience en tout cas des minorités et de la femme, du féminisme, etc., qui sont quand même vraiment plus grandes, quoi. Je vois ma sœur qui a 3 ans de moins que moi, déjà. Elle est beaucoup plus mature sur plein de sujets, mais typiquement parce que Gossip Girl, en vrai, si tu y penses, moi j'adore cette série, j'ai trouvé ça charmé, et parfois je regarde, tu vois. Mais il y a quand même un truc où on te dit que si t'es pas riche, t'es pas cool. Ouais. Si t'es une fille, tu dois détester les autres meufs et leur faire des coups de pute. Et tu dois, en effet, ne sortir qu'avec des mecs qui sont genre méga intenses et qui vont en gros te traiter comme une chienne, quoi. Donc il y a un truc où en fait on a quand même grandi. En effet, c'était nos codes, et je pense que c'est tout ce que aujourd'hui les communautés, etc., essayent de déconstruire. C'est-à-dire que en fait c'est le monde dans lequel on vit et qu'on essaye de tourner pour le rendre plus réel à notre réalité à nous, qui n'est pas ça. Quand on est une femme, on a besoin d'avoir des modèles, ce que tu disais tout à l'heure, Esther. On a besoin d'être accompagné, que ce soit dans des transitions ou dans des moments de vie difficiles. Je te parle de maladies, de trucs comme ça. Bien tu sûr. Vois, t'as besoin de l'autre, de créer du lien, etc. Et en fait, moi je la trouve... je la trouve charmée, notre génération de gens qui essayons justement de transformer. Ça veut pas dire qu'il faut annuler Gossip Girl. Encore une fois, c'est une série charmée. Mais je pense qu'il faut le regarder avec un autre regard. Mais c'est en fait, moi je trouve que tu as tout à fait raison dans ce que tu dis, parce que justement, notre génération, elle a grandi avec des objets culturels qui étaient pas ouf. Mais dans le même temps, on a construit des objets culturels pour les générations qui suivent, qui effectivement, rien que tu vois les séries Netflix, tout le monde râle toujours en mode, ah, mais il y a trop de quotas, nanana, ça se voit. Oui, mais au final, ils ont quand même des séries où c'est super éveillé sur plein de trucs. Et il n'y a pas tous ces modèles et tous ces référentiels pourris, ou en tout cas, s'il y en a, il y a toujours une galaxie de personnages assez étendus que pour que tu puisses t'identifier à un peu qui tu veux. Genre Sex Education, moi j'aurais adoré voir ça par exemple. Ouais. C'est vrai que adoré. Je veux dire, c'est très gaulerie et c'est très ludique, je trouve ça vraiment cool. C'est trop bien. Ouais. On a et avec ce personnage aussi de la sexologue qui est une dame âgée, qui est célébrée, qui est hyper fraîche, qui est magnifique. C'est pas juste la maman qui sert avec la daronne. Elle est folle, tu vois, elle est zinzin. Elle est complètement zinzin, c'est un rêve. Il faut célébrer les folles du bus. Warren, on va t'écouter juste après. Est-ce que tu veux nous parler de ce titre, ton nouveau single qui s'appelle Qui veut voir? Et ben Qui veut voir, bien sûr, je peux en parler. C'est, on va dire, le nouveau morceau que j'ai sorti donc récemment, là en janvier. Je reviens avec ce qu'on appelle un nouvel arc. J'ai sorti EMC l'année dernière, qui m'a permis du coup de faire ma première tournée. Là actuellement, on est sur le deuxième, on va dire, volet. Je prends un peu plus mon temps parce que j'ai envie de découvrir beaucoup plus de choses musicalement parlant, de pas forcément rester que dans ma zone de confort. De toute façon, j'ai toujours voulu chercher plus loin à chaque fois. T'as un grand écart quand même sur ta pratique du rap aussi. T'arrives à aller sur plein de terrains différents. J'essaie le plus possible et c'est pas évident parce que maintenant que c'est mon métier, avant j'avais pas la pression de faire du son. Parce que je rentrais du travail et que pour avoir une deuxième vie, je faisais du son. Maintenant que c'est que ma vie, j'avoue que je me pose encore plus de questions qu'avant et ça peut ralentir à certains moments. Mais il n'y a que sur les sujets où on parle de passion en vrai, où ça me prend beaucoup la tête, mais sinon dans l'ensemble, ça va. Et en fait, du coup, Qui veut voir, pour moi, c'est une façon de revenir en demandant à ceux qui m'écoutent qui veut réellement rester avec moi jusqu'à la fin, dans le sens où j'ai fait mon petit bruit avant,
il y a eu Netflix. Netflix a vraiment fait tout exploser. Quand ça a explosé, forcément, il y a ce qu'on appelle le tri naturel. On ne peut pas rester au top avec le nombre d'artistes qui pop tous les jours. C'est pas possible de rester au top tout le temps. Et puis, humainement, j'avais besoin de digérer cette période qui était assez... En fait, c'était beau et à la fois très sombre. Donc, j'avais besoin de trouver le bon équilibre pour qu'au moins dans la pièce où j'étais, il y ait un peu de lumière, qu'elle soit tamisée, un minimum. Donc voilà, j'ai pas forcément plus d'anecdotes ou de trucs très précis à dire sur ce que tu veux voir. Mais ça t'a fait quoi justement de faire... En fait, tu fais une nouvelle école et tu sais derrière que le truc va sortir et va être très regardé, mais t'as un peu un temps antichambre entre le tournage et le moment où ça sort. Ouais, il y a presque donc, 6 mois. Tu savoures une dernière fois le silence et après quand du jour au lendemain justement, t'as fait un méga buzz en plus, tu vois que t'es partagé partout, t'as peut-être plein de gens qui t'écrivent, plein de gens qui se rappellent de toi aussi. Ça c'est le classique. Ouais, c'est classique, grand classique. Et même je sais pas dans la rue tout ça, ça t'a fait quoi d'un coup d'avoir cette espèce d'explosion alors que t'avais peut-être que le jour où t'es reconnu, tu bosses pas plus ce jour-là qu'un autre jour et pourtant c'est le jour où ça explose. Pour la petite histoire, je ne pensais pas du tout que j'allais prendre cette ampleur. Et moi j'étais du coup chef d'équipe dans un Carrefour City à Toulouse. Où ça ? Arnaud Bernard. Ok. Voilà, donc côté de la fac. Exactement. C'était pas tous les jours la joie parce que c'est une place assez réputée pour voilà. Mais vas-y, c'était la vie. Je faisais mon truc tous les jours. J'étais à l'aise dans ce que je faisais et j'ai juste demandé à mon patron qui me soutenait beaucoup, énormément. Tout le monde savait que t'avais participé au tournage Nouvelle École. Mon patron et l'adjoint. Okay. Ouais. Sinon très peu. J'avais pas trop le droit d'en parler en vrai. J'essayais d'être le plus discret possible à ce niveau-là. Et puis, tu sais. Plus on parle de quelque chose, plus au final, il se passe pas du tout. Et puis, j'étais tout seul au tournage, donc les gens me croiront jamais si voilà. Bien sûr. En vrai, j'ai gardé ça pour moi, mon équipe, on a fait évoluer le truc et puis voilà. Et j'ai juste demandé à mon patron 1 ou 2 semaines de vacances en lui disant bon voilà, il y a ça qui sort, juste au moins je prends le temps de regarder. Bon, si ma vie change, on se rappelle et on voit ce qu'on fait, tu vois. S'il y a rien qui change, je reviens comme un bon petit quoi. Et en fait, les 3 premiers jours, quand ça a explosé, je suis resté paralysé au lit. Ouais, je comprends. J'ai pas réussi à sortir de chez moi parce que c'était trop. C'était trop. Quand tu passes vraiment de rien à tout. Ouais, exactement. Et moi, le petit problème que j'avais en plus, qu'on a, je pense, tous autour de ce plateau, c'est que intérieurement, on parlait des relations amoureuses tout à l'heure. J'allais rebondir sur le fait que moi, là où j'ai grandi, donc Perpignan, Saint-Laurent, j'étais le seul tismé de mon village, donc j'ai grandi avec une estime de moi très très basse. Très basse parce que j'étais pas du tout le stéréotype des meufs, et c'était vraiment que rugbyman ou footeux, mais par contre un tismé. Ouais. Ah non, alors les gars, non, c'était pas du tout ce qu'ils voulaient voir. Et quand il y avait un souci dans le village, au collège, on venait me voir dans la salle. Il y avait un palmier qui avait brûlé devant le collège. Oui. Voilà, c'est très, c'est très raciste. Voilà. Dis le terme. Ouais. Avec beaucoup de recul, en grandissant, j'ai pu réaliser que j'ai vraiment vécu du racisme dissimulé pendant de longues années, parce que c'était pas ouvert. Je peux pas dire qu'on parlait vraiment de ma couleur ou pas ou quoi. Par contre, je le voyais dans les yeux de mes petites sœurs qui pouvaient rentrer de l'école des fois et se frotter la peau sous la douche. Parce qu'en fait, leur pote disait qu'elle était sale, quoi. Et elle ressortait de la douche avec des rougeurs, comme si elle s'était fait piquer par un insecte. Donc, je sais plus où est-ce que je voulais en venir exactement. Mais non, du moment où la vie change et où les regards changent et où justement tous les stigmates qu'il y a pu avoir, parfois même d'ailleurs, deviennent des forces. Du coup, ouais, ça a été longtemps une force de passer de rien à tout. Quand j'ai vraiment réalisé tout ce que j'avais vécu et de là où je viens, à un moment donné, je me suis levé et je me suis dit, bon, en vrai, profite à fond. Et j'ai Ousbat, que j'embrasse énormément, qui m'a dit une phrase qui m'a vraiment fait réfléchir. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à profiter. Il m'a dit, l'éclosion d'un artiste, tu le vis qu'une seule fois. Et à partir de ce moment-là, je me suis levé et j'ai pris mes couilles et je suis sorti dans la rue pour voir un peu comment ça se passait. Effectivement, c'était le bordel. Maintenant, ça va beaucoup mieux, notamment à Paris, quand je viens... Il y a tellement de stars que t'es noyé dans... Et j'aime pas le mot star. Ce que je dis toujours à mes potes quand ils prennent la grosse tête, je leur dis, mais toi, tu crois que t'es célèbre ? Tout le monde est célèbre. Donc ah oui, calme-toi. Franchement, la personne, elle a pu croiser Pharrell Williams qui est rentré à Louis Vuitton juste avant. Donc,
oui, je vais croiser des gens qui vont faire des photos et qui vont me donner énormément d'amour. C'est sympa, mais c'est pas comme ailleurs en France, quoi. Sûr. Donc, ouais, c'est quelque chose à vivre, parce que c'est beau, et que vivre de sa passion, c'est pas donné à tout le monde, et on a de la chance. Mais tu restes un humain. Et quoi qu'il arrive, moi, quand j'ai explosé avec tous mes mal-être intérieurs, et surtout... j'étais pas sûr à 100%, et encore aujourd'hui, d'avoir une estime et une confiance en moi qui soit légendaire. Et nous poursuivons ce tunnel qui ce soir porte sur la passion et l'obsession avec mes invités Claude Emmanuel, Warren, Esther Abrami et Barbara Pravi. Et on parlait de passion amoureuse, et puis de la passion évidemment que l'on donne à son travail. Et j'aimerais qu'on parle de la limite très très fine, Esther, tu l'as évoqué tantôt, qui sépare la passion de l'obsession. Ouais, effectivement. Moi, je trouve que c'est très intéressant, et je peux un petit peu en parler parce que dans la musique classique, on a une recherche de perfection, entre guillemets, qui est très très important et dont on parle beaucoup. C'est-à-dire que c'est, pour les gens qui des fois qui ne savent pas, la musique classique, c'est une musique qui demande énormément de technique au niveau de l'instrument sur lequel on va jouer. Pour arriver à la jouer, c'est très très difficile à jouer comme musique. Et ce qui fait qu'en fait, on peut facilement être complètement happé par ça. Enfin, moi, je sais que quand j'étais au Royal College of Music à Londres et que je travaillais 8 heures par jour, si ce n'est plus, des fois, en fait, c'est devenu, et je le dis, c'est vraiment devenu une obsession. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de jouer le morceau après des journées de travail et de rater une note, pour moi, mais c'était, en fait, ça avait une importance dans ma vie qui était complètement dingue. Ou des fois, je me rappelle, j'avais mes parents au téléphone et ils me disaient des trucs et même tout ce qui se passait dans le monde paraissait même pas... c'était moins important qu'une note de musique qui va être ratée, en fait. Et ça peut très vite. Enfin, je sais que j'ai eu des moments où j'étais complètement obsédée par ça et je pensais qu'à ça et c'était tout le temps dans ma tête et la chose la plus importante, c'était de jouer toutes les bonnes notes, en fait. Et je pense que des fois, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que le problème avec ça, et je pense que de manière générale, dans la musique classique, c'est un petit peu des fois le problème qu'on peut avoir, c'est qu'on a tendance à s'enfermer. C'est déjà un style de musique qui peut tenir beaucoup de... Enfin, les gens peuvent avoir des préjugés autour de ce style de musique. On me dit des fois aujourd'hui, tu dépoussières la musique classique. En fait, je leur dis, mais la musique classique, il n'y a rien de poussiéreux dans la musique classique. La musique classique, c'est une musique qui est incroyable. En fait, c'est une musique qui va vous faire vraiment... Ça va vous donner des frissons, ça va aller chercher des émotions à l'intérieur de vous. Enfin, en fait, chaque style de musique a quelque chose, mais la musique classique, parce qu'il n'y a pas de paroles, c'est une musique instrumentale, c'est une musique qui est extrêmement profonde, extrêmement complexe. Et en fait, quand on prend le temps de l'écouter, on va fermer les yeux, on va l'écouter, ça va vraiment aller chercher des choses très très profondes. Et c'est ça qui est magnifique dans cette musique. Mais quand on la joue, quand on veut essayer d'atteindre justement ce niveau technique pour arriver à la jouer, on va avoir tendance à complètement oublier en fait pourquoi on le fait. C'est-à-dire pourquoi j'ai choisi de faire de la musique, ce que j'adorais, c'était partager. C'était en fait faire ressentir quelque chose aux gens. Et je me rappelle, même quand j'étais petite, avec mon violon, je courais dans la maison, je jouais à tout le monde, aux chats et tout. Moi, ils partaient en courant, mais parce qu'en fait, je voulais en fait faire ressentir quelque chose aux gens. Et c'est vrai qu'après, en fait, pendant toutes ces années d'études, j'ai eu un moment où je me suis complètement isolée. Et d'ailleurs, c'est un moment où j'ai failli arrêter parce que ça me rendait plus heureuse. En fait, parce que avec cette quête de perfection qui était devenue obsessionnelle, et donc je ne jouais même plus devant les autres parce que je me disais non, je suis pas prête, et en fait ça enlève même au départ le but principal qui était de partager en fait cette musique. C'est d'ailleurs comme ça que je me suis mise à partager ça sur les réseaux aussi, pour avoir ce lien, parce qu'en fait sans ce lien je trouve que ça perd tout son sens, quoi. Et justement sur les réseaux, tu as l'impression d'être suivi par des gens qui sont déjà de base sensibles à la musique classique et à ta musique en particulier,
ou c'est plus des personnes qui sont tombées sur ton profil et qui peut-être ont découvert la musique classique via ce que tu proposes? Il y a beaucoup de ça. Je pense qu'il y a un petit peu de tout, évidemment, mais honnêtement, oui, il y a beaucoup de gens qui tombent sur des vidéos que je vais faire, qui des fois vont... Enfin, j'essaye de montrer en fait un peu tous les aspects qu'on ne voit pas forcément dans la musique classique. Je sais qu'il y a des vidéos qui ont un peu buzzé où en fait je me montre en train de répéter avant mes concerts et en fait je vais réciter, pour pas me fatiguer au niveau physique, j'ai ma partition et je vais réciter mon morceau juste en solfège, c'est-à-dire en disant les notes hyper rapidement et tout. Impressionnant. Il y a des gens qui me disent que je suis la Eminem de la musique classique. Alors tu peux nous réciter un morceau en solfège là de tête? C'est trop impressionnant. Et elle a l'air folle, elle a ses mains comme ça, on dirait une malade mentale. C'est génial, en vrai, moi j'adore mes vidéos préf. Je sais pas, ouais, il y en a un. Enfin, ok. Ok. Non, mais tu vois, en fait, je vais réciter un passage, genre ça, la demi, sol, fa, mi, ré, ça, ré, fa, mi, fa, la, sol, mi, fa, sol, si, do, ré, fa, mi, ré, do, la, si, la, do, la, si, la, ré, la, fa, ré, la, fa, ré. C'est juste comme ça. Ah ouais, okay. Voilà. C'est fou. Genre, j'ai l'impression de t'avoir mis, tu sais, les vocaux que t'écoutes en x2 ou en x4. Exactement. Waouh. Et en fait, je fais ça pendant tout le monde. Et en fait, je suis. On retient tout par cœur, c'est-à-dire des centaines et des centaines de notes par cœur. Hein. Et c'est vrai qu'en fait, vraiment pour les réviser avant, parce qu'après on est devant, même quand on joue en solo devant un orchestre, c'est-à-dire qu'on est là, il y a l'orchestre. L'orchestre, c'est comme un troupe derrière, hein, parce que je veux dire, au niveau de la sensation, c'est-à-dire qu'une fois que c'est parti, ils vont pas s'arrêter si t'as un peu de mémoire. Simba qui doit éviter les gnous. Et donc du coup, on a cette énorme vague derrière nous, et il y a cette pression, parce que je dis, en fait, si tu oublies une mesure, il y a personne qui t'attend. T'as jamais de partition quand t'es soliste? Non. Ok, waouh. Et d'ailleurs, j'aime pas avoir une partition parce que je trouve que, pour moi, ça met un peu une barrière avec le public, mais ça fait que j'ai beaucoup de moments où je vais réciter. Et généralement, même quand je parle pas aux gens, dans ma tête, j'ai les notes qui défilent. Mais donc j'avais montré ça, par exemple, pour dire, voilà, j'ai montré ces vidéos, les gens ont halluciné devant ces vidéos, qui ont eu beaucoup de vues, qui ont ramené des gens qui n'ont rien à voir avec mon milieu au départ. Et c'est ça qui est formidable, en fait, c'est que même au concert, je le vois, le public qui est à mon concert est très différent, en tout cas, du public. Moi, quand j'allais voir un concert de musique classique, et il y avait, je me rappelle, ça m'avait choquée, j'étais allée à un concert de musique classique, et au début, ils avaient fait une annonce, pas pour dire s'il vous plaît, éteignez vos téléphones portables, mais ils ont dit s'il vous plaît, pensez à baisser le son de vos appareils auditifs. Ça vous donne juste une idée de l'âge du public. Et il y avait vraiment que des cheveux blancs et tout. Et on voyait pas John, quoi. Et c'est vrai que là, moi, j'ai fait un concert à Cergy et c'était incroyable de voir le nombre d'enfants, de petites filles qui sont venues me voir en disant qu'elles jouent du violon, qu'elles regardent mes vidéos. Et honnêtement, c'est trop voilà. gai. C'est très touchant. C'est enfin des aspects positifs des réseaux sociaux.